On n'est pas sorti des rangs, hein. C'est la galère. Bonjour à tous, quel plaisir d'être derrière le micro pour ce nouvel épisode d'OPSR, toujours sur Radio Alliance Plus et Rage et disponible en podcast sur les plateformes de streaming. Je fais une petite précision, durant cette émission, on est passé d'un échange en visioconférence à un échange par téléphone, tout simplement parce qu'on a eu un petit problème de connexion internet, donc ne soyez pas surpris par ce petit changement. Je suis toujours accompagné par mon super pote Victor. Salut Victor. Salut Jordan. Alors comment ça va ? Écoute, au top. Alors t'es prêt ? Ah, j'ai très hâte. Et aujourd'hui, on va parler du BTP pour bâtiment de travaux publics, qui est l'un des secteurs les plus importants de notre économie. Je me permets de donner quelques chiffres pour un peu situer la chose. Selon la Fédération française du bâtiment, il représente aujourd'hui 150 milliards de chiffre d'affaires total, fait travailler près de 2 millions d'actifs et concerne quelques 800 000 entreprises, dont majoritairement des petites et moyennes entreprises. En termes d'impact, il représente près de la moitié de la consommation énergétique française et émet à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Pour parler de ce vaste et ô combien important sujet, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Renaud Bonnel. Bonjour Renaud. Bonjour Victor. Bonjour Jordan. Donc, Bonjour. je me permets de te présenter, ancien chef d'entreprise dans ce secteur. Tu es aujourd'hui présent dans cette émission en tant que créateur de la fresque du bâtiment et également pour ton engagement dans la formation aux enjeux écologiques des acteurs du secteur, sujet que nous évoquerons un petit peu plus loin. Alors, pour commencer, je te propose de faire les 3 questions de base de cette émission qui sont: qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu ? Alors, donc je m'appelle Renaud Bonnel, je suis ingénieur bâtiment à la base, plutôt effectivement, comme tu l'as dit, issu du monde de la production, puisque j'étais dirigeant d'entreprise dans une entreprise du secteur du bâtiment, notamment le secteur du gros œuvre. Donc j'ai démarré très classiquement ma carrière chez les majors. Puis pendant 15 ans, j'ai dirigé une PME Angevine, du côté d'Angers, sur les enjeux qui très classiquement faisaient du béton, bureau, logement, et un peu moins classiquement de la restauration de monuments historiques, ce qui m'a permis de découvrir ce secteur-là et de découvrir surtout tous les matériaux qu'on utilisait avant la révolution industrielle et avant énergie fossile à profusion. Donc c'était assez riche ça touchait le patrimoine et surtout très intéressant du point de vue des matériaux. Et à l'avancement de mon métier, j'ai eu de plus en plus de dissonance cognitive sur ces sujets-là, entre ce que je comprenais de l'environnement et ce qui me perturbait. Je suis assez proche de la nature, j'aime bien la voile, même si je suis pas un campagnard pure souche. Voilà, j'ai une relation assez forte avec la nature. Et ça me perturbait de plus en plus. Et j'ai eu un déclic à 14 ans en entendant notamment une conférence de peu plus aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, sur les sujets abondance énergétique et notamment fossile, en disant va pas falloir s'habituer à ça parce que ça risque de changer dans la décennie ou les 20 ans qui viennent. Ça a été le déclic, puis je me suis instruit, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé et il y a 4 ans de ça, j'ai décidé de changer d'activité et de basculer sur les sujets environnement et diffusion de la partie environnement, notamment sur les aspects énergie-climat, qui m'ont vraiment impacté. Donc voilà comment je suis parti sur ce sujet-là et créer ma petite activité autour des enjeux environnement, énergie-climat, en faisant 2 choses. D'abord, comment on diffuse ces enjeux, parce qu'il y a une grosse problématique De formation, ouais. De formation. Donc au départ, je pensais faire de la conférence. On était en milieu 2019, c'était au moment de la Convention citoyenne. Et j'ai découvert la fresque du climat. Cet atelier, je l'ai trouvé vraiment révolutionnaire du point de vue de la pédagogie. Donc j'ai commencé à me former à l'animation et à devenir animateur de cet atelier-là. Et puis pendant le premier confinement, on a eu plein de temps et on s'est dit, mais enfin voilà, j'ai dit, ce serait quand même pas mal d'avoir le même type d'outils dédiés aux acteurs du bâtiment, notamment les clients, les maîtres d'ouvrage, pour qu'ils puissent comprendre qu'il va falloir changer nos façons de faire. Donc j'ai lancé un appel, il y a 10 personnes qui ont répondu, donc on est 10 co-créateurs de cette fresque à avoir travaillé pendant ce confinement et on a lancé effectivement un atelier similaire à celle de la fresque du climat,
pour diffuser les enjeux bâtiments. Donc toutes ces fresques qui sont très chouettes, hein, il y en a autour du numérique, de la biodiversité, la compréhension des nouveaux récits, sont sur des modèles Creative Commons, enfin la plupart d'entre elles, c'est-à-dire libres de droit, pour les rendre le plus accessible possible et le plus vite diffusable au plus grand nombre possible. Donc voilà vraiment Ok. le principe, le leitmotiv de ces outils fresques. Bon, super. Bah, Donc après, dans ça me tous les cas, prend nous, beaucoup de temps. on reviendra un petit peu sur le sujet de la fresque du climat, enfin de la fresque du Mmh. bâtiment, je veux dire. On te Mmh. propose de commencer un petit peu sur les questions généralistes et en fait de nous dire un peu ce que c'est le secteur du BTP et de la construction. Quand on parle de ça, de quoi on parle? Alors, on parle d'un secteur qui est déjà aujourd'hui largement financiarisé, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui construisent et qui l'immobilier, c'est aussi et maintenant aussi un placement. Donc, il y a donc le secteur de la promotion ou des foncières, dont c'est le métier, et il y a le secteur des industriels du bâtiment aussi derrière. Et dès qu'on creuse les secteurs, enfin plus on descend vers les secteurs industriels, et bien plus on a finalement des enjeux carbone, notamment liés aux matériaux qu'on utilise. Donc c'est une très grande famille. Ça part des gens qui sont les industriels qui produisent les produits pour le bâtiment, jusqu'aux entreprises qui les posent, en passant par les architectes, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études qui, quelle cuve conçoivent, et en remontant la filière jusque aux maîtres d'ouvrage ou utilisateurs finaux, hein, vous, moi, nous, quand on a nos maisons et nos logements. Donc c'est un très vaste secteur. Il y a une grosse partie du bâti dans lequel on vit qui est déjà construite, parce qu'effectivement, on a aussi là, on a une grosse demande énergétique sur nos bâtiments existants, et puis on construit aussi, donc il y a des besoins en matériaux qui sont aussi assez énergivores sur la partie construction. Mais on est d'accord que donc bâtiment de travaux publics, on distingue vraiment donc le bâtiment, donc on va dire résidentiel tertiaire, qui est destiné à l'habitation ou en tout cas à occuper, et le travaux public qui est plus destiné, on va dire, aux voies de navigation, si je peux résumer ainsi. Alors, effectivement, les travaux publics, c'est plutôt les réseaux, donc ouvrages d'art, réseaux, infrastructures qui existent. Donc, toutes nos infrastructures, hein, qu'elles soient routières pour déplacer nos voitures, ferroviaires, fluviales, mais réseaux, tous les réseaux d'eau, adduction, électricité, ça concerne, c'est aussi les infrastructures portuaires, bien évidemment, aéroportuaires, les aéroports. Et donc, effectivement, on construit ces infrastructures, donc il y a un impact à la construction, et il y a aussi un impact à l'utilisation de ces infrastructures si on regarde quand on les utilise pendant leur durée de vie, 50, 70, 100 ans. Ça dépend de combien de temps elles durent. Donc, effectivement, et c'est différent de ce qu'on appelle du coup la partie bâtimentaire, qu'elle soit industrielle, tertiaire ou résidentielle pour les lieux qu'on habite, qui est des ouvrages qui, effectivement, sont plutôt nos lieux de vie, on va dire, Ok, et de très bien. travail. Ok, et quand on parle de ce secteur-là, est-ce que tu peux expliquer rapidement de qui on parle? Donc on parle d'entreprises privées, du public, de l'État, des collectivités, voilà, enfin de qui on parle et quelles sont les relations entre ces acteurs? Alors, c'est très vaste, parce qu'effectivement, au démarrage, vous avez ce qu'on appelle des clients, des maîtres d'ouvrage, donc les commanditaires de l'ouvrage. Ça peut être des collectivités publiques, parapubliques, ça peut être des organismes privés. Donc là, c'est vraiment très, très vaste. Les départements, l'État, les régions, les villes, les intercommunalités. On a vraiment, sur le secteur public, un grand nombre d'acteurs. Après, vous avez les acteurs privés, vous, moi, nous, quand on fait construire notre maison, mais les acteurs institutionnels, les grands groupes qui ont besoin d'implantation. Donc là, il y a aussi tous les grands groupes industriels de distribution, les groupes tertiaires. Voilà, ça regroupe vraiment plein de monde. Et une fois que vous avez parlé des clients, il y a tous les faiseurs, donc on appelle la maîtrise d'œuvre. Ça démarre par les architectes, mais ça englobe ce que je disais tout à l'heure, les bureaux d'études sur plein de métiers différents, donc les économistes, les bureaux d'études fluides, structure, environnement, VRD, eau, géotechnique, voilà, donc on a un florilège aussi de bureaux d'études. Et puis vous avez les acteurs de la construction, qui sont groupés en fédération, donc tous les acteurs
corps de métier de l'industrie du bâtiment. Les plombiers, les électriciens, les grosses œuvres, enfin les superstructures, les entreprises générales, donc de toute taille. En plus, on a des très grosses entreprises générales, les trois gros majors en France, Bouygues, Eiffage, Vinci, mais aussi un florilège de PME riches sur tout le territoire qui permettent d'avoir cette force vive et donc tous les gens qui sont sur la production. Donc ça fait vivre énormément de monde le secteur du bâtiment à tout niveau. Et puis l'utilisation de ces bâtiments, donc tous les métiers liés à l'entretien des bâtiments, liés à la maintenance. Donc il y a énormément de métiers là aussi derrière. Voilà, ça regroupe beaucoup de monde, le monde du bâtiment, de l'immobilier. Et par rapport au côté public, alors, est-ce qu'il y a des vraies relations entre les parties prenantes privées et les parties prenantes publiques? Oui, constamment. D'accord. C'est constant. Les partenariats, même publics-privés, existent, mais les acteurs publics sont des donneurs d'ordre souvent, donc sont en constante relation avec les entreprises qui font. Ils écrivent des cahiers des charges, après, on a le devoir de réaliser ces cahiers des charges et ces commandes. Bon, merci beaucoup Renaud. Donc je vais quand même m'excuser auprès des auditeurs parce que ça coupe un petit peu parce qu'on est à distance avec Renaud et donc c'est normal si ça bug un peu. Voilà, je vous préviens, mais en tout cas on va essayer à la pause musique peut-être de rétablir un peu mieux le réseau. Donc je vais continuer un peu sur le côté écologique. Là on parlait donc du secteur du BTP. Quels sont les principaux impacts sur le climat de ce secteur? Alors, les impacts sont d'ordre. On a d'abord tout le bâti, donc tout ce qui est déjà construit. Et c'est 98% de la ville de demain qui est déjà là. Ce bâti existant, il a été construit. Alors, on peut distinguer deux types de bâtis. Il a été construit avant 1945, pour résumer, donc qui était plutôt issu de matériaux locaux, peu transformés énergétiquement, avec des modes de construction plutôt artisanaux, peu industriels. Et donc, c'est un bâti vernaculaire qui utilisait des matériaux comme la pierre, le bois, la terre crue, enfin des matériaux très présents sur les territoires, donc très territoriels. Et puis, on a tout le bâti qu'on a construit après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a du bâti qui a été très, très vite industrialisé dans les années 50-60 à une époque où l'énergie était coulée à foison, hein. On avait beaucoup de pétrole, de gaz et de charbon. Et du coup, on s'est peu préoccupé de la consommation énergétique de ces bâtiments. 70 ans après, on voit qu'on a un léger problème, c'est que on ne peut plus continuer à croître en consommation d'énergie, non seulement à cause des problématiques inhérentes au climat, hein, parce que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre et donc ça pose un problème sur le climat, mais juste parce que de toute manière, on va en avoir de moins en moins et elle risque de coûter de plus en plus cher. Et on le voit bien, hein, c'est cet hiver qui s'annonce avec le gaz et les problématiques autour du gaz et du pétrole. Donc, on en était sur la consommation énergétique du patrimoine existant. Il est assez énergivore. Et en fait, c'est quasiment 26% des émissions en France, rien que sur la consommation énergétique du patrimoine qu'on a déjà. Essentiellement dû au chauffage, encore une fois. Donc, on a aussi des impacts de la consommation de l'eau chaude sanitaire et tout, mais c'est vraiment chauffage, fuel, gaz, qui fait qu'on l'utilise pour chauffer des bâtiments qui sont mal isolés. Donc, on chauffe les petits oiseaux. Et donc là, on a un gros devoir de réhabiliter ces bâtiments. Et après, on construit encore, donc il y a les impacts liés à la construction. Et ce qu'il faut retenir, c'est environ 5% des émissions de gaz à effet de serre territoriales françaises, les impacts de l'industrie de la construction, dû à 80% à l'utilisation des matériaux qu'on a dans l'industrie. Donc c'est vraiment les matériaux et les matériaux qui sont transformés énergétiquement qui ont un impact fort sur l'industrie du bâtiment. Il faut rajouter à ça, parce qu'on faut distinguer toujours émissions territoriales, donc celles qui sont produites sur le territoire de la France, et émissions importées. Donc par exemple, vous faites fabriquer une pompe à chaleur ou une climatisation en Allemagne, en fait, elle a été fabriquée pour nous. Donc il est pas mal de se dire que cette empreinte carbone-là, elle va dans nos bâtiments. Donc c'est le cas pour le carrelage qu'on fait fabriquer en Italie, parce qu'il y a besoin de gaz, parce qu'il faut chauffer le carrelage, ou les luminaires fabriqués en Chine, par exemple, il y a un impact carbone qui est importé aussi inhérent au secteur de l'industrie du bâtiment. Voilà les deux grands. Donc effectivement, c'est quasiment un tiers de notre émission, qui si on compte 26% plus 5%, on est à 33% de nos émissions uniquement liées au fait de vivre dans nos bâtiments ou de faire construire nos bâtiments. Donc c'est un tiers de notre empreinte carbone est lié au bâtiment.
Donc en gros, là, en termes de solutions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer notre manière de construire, il faut mettre en place donc des nouveaux bâtiments avec, qui vont, on va dire, moins consommer en énergie, changer les matériaux. Quelles sont les démarches à mettre en place? Il y a plusieurs choses à faire et elles sont. Alors les sujets sont bien évidemment complexes, mais il y a vraiment plusieurs niveaux à avoir. Déjà comprendre que nos manières de vivre et nos manières d'habiter, la ville notamment, ont un impact. Donc ça commence aussi par nous regarder comment on consomme l'énergie ou comment on habite nos bâtiments. Et dans les bâtiments, pouvoir d'abord isoler ce qu'on peut isoler. Pour moins consommer d'énergie, il faut d'abord avoir des bâtiments plus sobres. Et pour ça, il y a un gros travail à faire pour isoler ces bâtiments et les rendre moins énergivores. Donc on doit continuer ce travail-là. Euh, En faisant des travaux d'isolation, si possible avec des matériaux qui sont eux aussi vertueux. C'est-à-dire, si c'est de mettre du polyuréthane, du polystyrène, de la laine de verre ou de la laine de roche sur les bâtiments, c'est pas l'idéal non plus. Alors, on en fera une partie avec ça, mais c'est des matériaux qui, eux-mêmes, pour leur fabrication, sont énergivores. Donc, l'idée, c'est quand même d'être aussi vigilant face à ce sujet-là. Et puis après, ça va être de se poser la question, est-ce qu'on a besoin de construire? Puisqu'il y a aussi une problématique de sous-utilisation du bâti existant. On a des milliers de mètres carrés de logements et de bureaux vides. Il faut quand même se poser la question. Sous-densité aussi au niveau de certaines villes. Donc, au lieu de, on a les problématiques autour de l'étalement. J'ai beaucoup parlé de carbone dans mon préambule, mais on a aussi les problématiques autour du vivant et de la biodiversité, parce qu'effectivement, nos villes, nos usages de la voiture et nos routes ont un gros impact sur la partie biodiversité. Il faut savoir que 50% des sols artificialisés en France, enfin la moitié de nos sols artificialisés en France, c'est les routes et les parkings. Donc l'usage de la voiture a façonné la ville depuis ces 70 dernières années. Donc il faut réfléchir aussi ça, de nos modèles de déplacement, parce que des déplacements doux, c'est aussi important dans les villes. Ça évite d'avoir des dégagements liés aux voitures. Donc c'est inhérent aussi aux infrastructures qu'on a construites. Mais c'est vrai que je reviendrai un peu sur le côté urbanisme après la pause musique, mais si on revient sur le... Là, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit il y a quelques minutes sur le fait qu'on a tout changé en 70 ans. Mais pourquoi? Pourquoi on a fait ça? En fait, tout simplement parce qu'il y a eu une croissance démographique et qu'il a fallu faire face à ça, ou tout simplement parce que c'était des matériaux moins chers? C'était quoi les leviers? En fait, on a été de plus en plus efficace. L'énergie fossile et cet accès à une énergie abondante et quasiment gratuite parce que on est d'accord qu'elle n'est pas très chère en fait cette énergie, même à 2 euros le litre à la pompe à essence. En fait, ça nous a donné, ça a démultiplié nos capacités de production. On a changé nos façons de vivre. On a eu plus de confort, on a pris plus de place, on a des logements plus grands. On a plus de maisons individuelles, donc on a foncièrement, cet accès à cette énergie a foncièrement changé nos façons de vivre. Quand vous reprenez la vie, par exemple, de mon grand-père qui avait 20 ans après la guerre, il vivait à 2, 3, voire 4 générations sous le même toit. Ils n'avaient qu'une seule automobile. On partait pas tous les ans en vacances à travers le monde, bien évidemment pas. Et on avait des vies beaucoup plus sobres. Et donc, en fait, on a eu abondance d'énergie qui nous a donné abondance de toutes choses. Nourriture, déplacement, maison. Et donc, forcément, tout ça a un impact sur la fabrication de la ville. Donc, on a fabriqué la ville avec cette abondance énergétique. Là, comme dirait notre président, c'est la fin de l'abondance. On va manger du comté. Donc l'idée, c'est de dire comment on passe ces messages-là, parce que de toute manière, qu'on la veuille ou qu'on la choisisse ou qu'on la subisse, on va avoir la contrainte, y compris dans le monde du bâtiment. Et on voit, les fonciers sont de moins en moins accessibles, les normes carbone vont être de plus en plus présents, donc ça va être de plus en plus compliqué de continuer sur ce mode de vie-là. Donc il va falloir faire différemment demain, forcément. Tu as évoqué notre président Emmanuel Macron. Actuellement, quels sont les dispositifs qu'ont lancé l'État permettant un peu la régulation de ce secteur? Alors, tout découle de l'accord de Paris, puisque en 2015, la France a accueilli la COP 21 et on a signé l'accord de Paris.
Et 2 ans plus tard, 2017, la France l'a ratifié. Et pour respecter cet accord, donc vous, moi, nous, l'État français a ratifié, a dit on allait respecter cet accord qui est d'être neutre en carbone en 2050. Qu'est-ce que veut dire la neutralité carbone? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on émette plus que ce que notre puits de carbone naturel, notamment les arbres, la photosynthèse, et puis ce que sont capables de capter comme carbone les sols, parce que les sols sont aussi capables de capter du carbone, notamment les sols vivants, ce qu'on appelle les sols microbiens. Et voilà, il ne faut pas qu'on émette plus que ce que les sols sont capables d'absorber. On va prendre soin des sols, on va essayer, des forêts, on va essayer aussi. On ne va pas considérer que la forêt est une usine pour qu'on fasse que du bois en construction ou du pellet pour chauffer. Et on sera à peu près capable d'absorber 80 à 100 millions de tonnes d'ici une trentaine d'années, si tout se passe bien. Donc il ne faut pas qu'on émette plus que ça. Alors, aujourd'hui, on est à 450 millions de tonnes équivalent CO2 en France, en 2019. Donc voilà, de toute manière, il faut qu'on fasse une décroissance carbone. De cette stratégie nationale bas carbone, qui a été déclinée à l'échelle de toutes les industries et de tous les métiers en France, elle est valable, elle est écrite pour tous les secteurs d'activité. Le secteur d'activité du bâtiment a été aussi analysé. Et donc, on a des lois et des décrets qui viennent du coup mettre en application cette stratégie nationale bas carbone. Ces lois, c'est par exemple la réglementation environnementale qui est arrivée en 2022, qui vient remplacer la réglementation thermique de 2012, qui, en plus de compter l'énergie et de s'intéresser à l'isolation et au fait que les bâtiments soient sobres en énergie, s'intéresse maintenant effectivement au cycle de vie des produits et donc à leur impact carbone, c'est-à-dire le coût d'extraction des produits, de transformation énergétique, et puis leur durée de vie et la fin de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie. Et voilà, donc on va analyser le cycle de vie de l'ensemble des produits pour qu'il y ait un impact carbone. Cette stratégie et cette réglementation environnementale, elle a différents seuils pour nous accompagner déjà jusqu'en 2030, puisqu'il faut qu'on divise par 2 nos émissions de carbone d'ici 2030, donc 8 ans, enfin 7 maintenant quasiment. Donc ça c'est pour la construction neuve, notamment résidentielle et tertiaire. On a tous les bureaux et tous les acteurs privés qui sont maintenant soumis à ce qu'on appelle le décret tertiaire qui les oblige à diminuer leur consommation énergétique par 2 d'ici 10 ans aussi, sur facture. Donc il va falloir faire les travaux et faire les efforts pour diminuer le parc existant tertiaire. En résidentiel, je pense que les choses vont arriver, elles ne sont pas encore... mais elles sont en train d'être réfléchies, comment on s'occupe aussi du résidentiel pour diviser par 2 la facture énergétique d'ici 10 ans. Vous avez, pour s'occuper de la biodiversité, ce qu'on appelle la ZAN, zéro artificialisation nette. Donc là, c'est comment on arrête d'artificialiser les sols. On a besoin de garder des terres arables, notamment pour l'agriculture. On a besoin de garder des terres pour la biodiversité. Il faut qu'on arrête d'étaler les villes. Il faut qu'on, si on doit continuer à augmenter un peu la taille des villes, qu'on densifie un peu plus. Dans les zones dans les villes qui sont moins denses. Alors, il y a des zones déjà très denses, Paris intramuros, c'est très dense, et là, on a plus de mal à identifier. Mais la première couronne, on peut trouver à densifier encore, et dans d'autres villes, on est capable de densifier un peu. Et puis, peut-être repenser aussi la répartition, donc là, c'est des politiques de plus long terme, des habitants, parce qu'on a des parties de territoire qui sont, pour le coup, très peu denses, voire qui continuent à se désertifier, et donc là, il faut avoir des politiques pour essayer d'éviter que les gens quittent ces territoires-là, qui sont aussi riches de terroirs, de territoires, de gens géniaux, voilà. Merci beaucoup Renaud, on va se laisser le temps d'une petite pause musique et on va se retrouver juste après. Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir, et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains. Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé. Il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint décrescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre.
Oh mon Dieu, quel manque. Tout s'éteint décrescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Oh, je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue. Dans le silence, ma mémoire joue les pires mélodies. J'essaye d'éjecter le disque, oh, mais ça repart et mes molaires font des étincelles. Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde. Je l'ai désiré perdument. Et maintenant je me sens tellement perdu, mon Dieu, qu'elle me manque. Tout s'éteint décrescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt, et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quel manque. Tout s'éteint décrescendo. Oh. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon Dieu, qu'elle me manque. Tout s'éteint décrescendo. Oh, oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quel manque. Tout s'éteint décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre. Vous êtes bien de retour sur Radio Lance Plus et Rage sur l'émission OPSR en compagnie de Renaud Bonnel et nous parlons du secteur du bâtiment. Et donc par rapport à ça, on voulait te poser une question Renaud. Est-ce qu'un bâtiment actuel a une durée de vie et si oui, de combien est-elle ? Alors ça, c'est une vraie grande question existentielle. Les bâtiments qu'on construit sont donnés pour une durée de vie de 50 ans. Donc quand on les construit pour 50 ans, soit 70 si on pousse un peu. Mais dans la réalité, en fait, aujourd'hui, on s'amuse à démolir des bâtiments qu'on a construits dans les années 70. Donc des bâtiments qui ont 50 ans, on les met par terre, 70, 80 même des fois. Donc on voit bien que 50 ans, c'est pas si long que ça. En fait, notre grand défi, ça va être de préserver le patrimoine et d'éviter de le démolir. Parce qu'en fait, quand vous réhabilitez un bâtiment, plutôt que d'en reconstruire un neuf avec l'identique, vous économisez jusqu'à 60% de gaz à effet de serre. Parce que vous mettez une grosse partie des matériaux, notamment des matériaux de structure, sont déjà là. Donc l'idée, ça va être de prolonger la durée de vie le plus possible de tous nos bâtiments existants. Parce que ça, c'est assez consommateur d'énergie fossile. Donc voilà. J'ai participé un peu dans ma carrière à la réalisation de monuments historiques. C'est des bâtiments qui ont 150, 200, 300 ans et qui ont une vraie valeur patrimoniale à nos yeux. Donc comment redonner de la valeur patrimoniale à nos yeux ? Déjà en projetant ces bâtiments-là et en mettant des matériaux peut-être un peu plus nobles. Effectivement, on a du mal, nos cœurs de ville et nos cœurs de ville historiques ont un attrait à nos yeux parce qu'on a utilisé des pierres calcaires qui sont des pierres nobles, du bois, des matériaux plutôt sympas, on va dire, juste ça comme ça. Et du coup, on se posera peut-être la question, si on commence à réutiliser ces matériaux dans la construction, on se posera même pas la question de les mettre par terre dans 50 ou 100 ans, parce qu'ils auront toujours une vraie valeur à nos yeux. Aujourd'hui, on se pose pas la question de mettre par terre le patrimoine haussmannien. Même si il peut être perfectible, notamment du point de vue thermique, il a des vraies qualités et donc on continue à le garder et à l'entretenir. Alors, donc il y a un vrai sujet aussi de changer nos regards sur ces bâtiments, sur ce patrimoine existant. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu faisais un parallèle entre les bâtiments d'avant-guerre, d'avant-Seconde Guerre mondiale et d'après-Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'au niveau de la durée de vie du bâtiment, est-ce qu'on est plus ou moins sur le même parallèle ? C'est-à-dire que les bâtiments après-guerre sont ceux qui vont être démolis très rapidement et les bâtiments d'avant-guerre vont être ceux qui vont avoir la plus grande durée de vie ? Il
y a un peu de ça. Alors, c'est pas une réalité, voilà, parce qu'il y a aussi du patrimoine qui avait été construit dans les faubourgs, qui était pas non plus très très bien construit. Mais on va dire que on voit que quand on met un peu de sous dans la qualité intrinsèque des matériaux et de la construction, eh ben on a des trucs, si on les entretient, encore une fois, c'est l'entretien un bâtiment, c'est le préserver de l'eau. C'est l'eau qui mène tous les ouvrages à la ruine. Donc si vous prenez soin de vos toitures, de vos chéneaux, de vos rojingots, que vous faites régulièrement nettoyer ces choses-là, eh bien le bâtiment vieillit bien. Alors après il y a les entretiens intérieurs aussi bien sûr, mais l'entretien extérieur d'un bâtiment est très important pour pas qu'il y ait de l'infiltration d'eau. Et donc si les bâtiments sont bien et le patrimoine est bien entretenu, il peut durer très très longtemps. Ok, bon, bah, très bien, c'est clair. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, donc on parle beaucoup de rénovation énergétique. On veut en finir avec les passeurs thermiques. On parle beaucoup d'utiliser le bois comme moyen de stockage du carbone. On parle beaucoup d'utiliser des pierres et des minéraux pour augmenter l'inertie thermique des bâtiments. Alors, toutes ces questions me mènent à une seule et même question. Est-ce que c'est possible de modifier un bâtiment existant et comment ? Alors, modifier un bâtiment existant, le modifier, s'il existe, on peut l'isoler. Le but, c'est de réutiliser sa structure, donc de ne pas avoir de refaire de la structure. On peut mieux l'isoler, on peut effectivement, alors soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Effectivement, quand vous avez des jolies façades en pierre, on va avoir du mal à mettre de l'isolant devant pour cacher ces façades entières. Mais on pourrait imaginer, bon là en l'occurrence c'est pas le sujet. L'idée c'est de mettre, déjà d'isoler la toiture. Le premier truc à faire sur les bâtiments, c'est souvent que une grosse partie des déperditions se font, c'est les toitures. Après il y a une partie des déperditions qui se font dans les fuites d'étanchéité des bâtiments, donc les rendre un peu plus étanches, en faisant attention de ne pas non plus créer trop de problèmes avec les vapeurs d'eau, parce qu'encore une fois on crée beaucoup plus de vapeurs d'eau qu'au 17e, au 18e, au 19e, parce qu'on a des douches, on a des bains, on a de l'eau chaude sanitaire. Donc il faut aussi renouveler l'air aussi à l'intérieur des bâtiments, mais on est dans des régions quand même, notamment sur les côtes, proches des côtes, on est dans les régions tempérées, donc on peut quand même ventiler le bâtiment quasiment toute l'année. Pour les régions qui sont plus dans l'est de la France, qui ont peut-être des climats d'été ou d'hiver un peu plus rudes, il faut effectivement un bon renouvellement d'air intérieur pour pouvoir permettre de garder la chaleur l'été, l'hiver et puis la fraîcheur l'été dans ces bâtiments. Mais effectivement, les qualités intrinsèques des matériaux naturels, que ce soit les isolants, laine de chanvre, paille, j'en oublie, lin, enfin il y en a plein, ou les qualités intrinsèques des matériaux de structure inertiels comme la pierre massive, sont des propriétés hyper intéressantes et qu'il va falloir qu'on redécouvre. Sur la partie construction, on va devoir utiliser une mixité de matériaux, donc aller vers le bon matériau au bon endroit. Donc ça va obliger à réfléchir un peu différemment nos constructions. Et puis mettre aussi un peu de circularité dans les matériaux, c'est-à-dire qu'une fin de vie de matériaux, des parquets, des moquettes, comment on peut les réutiliser plutôt que de les jeter en fin de vie, notamment à la fin de vie des bâtiments si on doit les construire. Voilà, il y a la circularité des matériaux et plus envoyer en décharge tout ce qui a été utilisé, tout ce qu'on détruit. Ouais. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu parles de redécouverte de la manière de construire et c'est justement la question vers laquelle je voulais aller. Donc, je me permets de te la poser quand même. Il y a beaucoup de scientifiques et d'architectes qui se rendent dans plein de cités antiques millénaires, donc qui datent de 3 à 3500 ans, notamment en Iran. Donc, pour ne pas la citer, la cité antique de Yazd. Leur objectif, en fait, à ces scientifiques, c'est d'étudier la conception des cités qui utilisaient notamment des tours à vent. Donc, c'est des grandes tours qui permettait de capter le vent en altitude et ensuite d'emmener le vent à l'intérieur des bâtiments pour faire baisser la température. Et on voit aujourd'hui que le modèle principal de construction, en tout cas on va dire à la fin du XXe siècle, c'était de construire des blocs en acier entourés de bitume et qu'on chauffe et qu'on climatise à fond. Donc là, tu parles de redécouverte, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que nous, on a perdu notre savoir-faire en termes de construction ? On a perdu notre bon sens paysan. L'énergie fossile nous a rendu bêtes. Grosso modo, quand vous avez accès à une énergie abondante, vous ne posez pas la question de comment on est sobre. On a construit des villes, effectivement, dans les pays très chauds. Il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait pas d'énergie fossile et on savait construire. On faisait effectivement des maisons très blanches, des rues très serrées. On avait des modes de vie aussi adaptés. On ne sortait pas aux heures les plus chaudes de la journée.
Mais on avait des systèmes de refroidissement naturel en créant des dépressions comme tu viens de l'indiquer. Donc on sait faire tout ça et ce savoir-faire n'est pas perdu. Donc il faut juste le redécouvrir et le remettre au goût du jour. Mais des ventilations mécaniques, des ventilations naturelles liées à la circulation d'air ou créées par les circulations d'air qu'on pourrait générer, c'est parfaitement envisageable. En fait, toutes ces techniques-là, low-tech, et la low-tech va être très importante, on va devoir les redécouvrir et les remettre au goût du jour. Dans une société avec moins d'abondance énergétique, et on y va, hein, dans les 30, 40 prochaines années, 50 prochaines années, on aura moins d'abondance énergétique. Sous contrainte, on est toujours très bons les hommes, donc on va faire ça sous contrainte, choisis un peu, c'est mieux de comprendre la contrainte plutôt que de la subir, mais on va y aller, gentiment et doucement, est-ce qu'on sera plus malheureux avec moins d'énergie? Je suis pas sûr, on vivra différemment, mais je pense qu'on est capable d'être tout aussi heureux avec moins d'énergie. T'as donné la notion de low-tech, est-ce que tu peux me la définir? Le low-tech, c'est par exemple le four solaire, ça c'est du low-tech. Donc utiliser les énergies plutôt l'éolien, le solaire, mais à l'état naturel et l'hydrolien, enfin les courants pour nos bâtiments, c'est-à-dire avoir des bâtiments qui ne vont pas aller vers de la surtechnologie, mais plutôt vers le moins de technologie possible. Tu as cité des grands cubes au lieu de bitume, c'est ça. Quand on fait des grandes tours en verre dans des quartiers d'affaires, malheureusement, le jour où il y a moins d'énergie, où on a des blackouts d'été, par exemple, hein, si on voit que on a un peu peur des blackouts d'hiver avec le froid, mais les blackouts d'été avec la consommation énergétique d'été, s'il fait trop chaud, ça va pas être piquer les hannetons. Donc, si vous avez des tours en verre avec pas d'énergie pour piloter les climatisations, vous avez des fours solaires. Donc, ça peut être des bureaux, ça va être des fours solaires. Voilà la low-tech. Ouais, on fait des fours solaires dans les quartiers, dans les quartiers d'affaires. Ça serait pas mal. Donc la construction de demain, au final, c'est ça en fait. C'est avoir une construction plus résiliente, disons moins impactante. Bioclimatique, résiliente, moins impactante, avec beaucoup de végétation. Oui, ça va être tout ça à la fois. Alors, tu as évoqué dans la première partie de l'entretien un sujet très intéressant parce que j'ai fait donc une licence en géographie, ça me passionne plutôt pas mal l'urbanisme. Tu as évoqué le fait qu'au final, la clé résidait également dans l'urbanisme parce que forcément, l'extension de nos villes dégrade l'habitat, dégrade la biodiversité. Est-ce qu'au final, bon, c'est compliqué à dire, hein, mais au final, une grande partie de l'équation, au final, pour résoudre l'équation, en fait, il faut peut-être arrêter les maisons individuelles ou en tout cas moins consommer de foncier. On n'aura pas le choix aussi. Il faut garder du foncier pour l'agriculture, surtout qu'on va aller vers des périodes avec des rendements agricoles qui vont être en baisse du fait que le climat dérive. Parce que tout ça, il va falloir le faire malheureusement aussi sous contrainte climatique. On a un climat qui va dériver, qui va continuer à dériver. C'est malheureusement déjà écrit. Même si on fait des efforts pour diminuer et atténuer nos impacts en termes de gaz à effet de serre, on va continuer à faire dériver le climat. C'est pour ça qu'on entend atténuation, adaptation. Hein. Atténuation, il faut qu'on atténue rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Et adaptation, il faut qu'on s'adapte. Tous nos villes, nos façons de vivre, notre agriculture. Et pour adapter notre agriculture, il va falloir un peu plus de surface. Alors si on est avec des alimentations un peu moins carnées, on va récupérer de la surface agricole, non pas pour nourrir le bétail ou les élevages, mais plus pour nourrir les hommes. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais on voit aussi que ça va nécessiter de garder des parcelles de biodiversité, de recréer de la renaturation pour recréer ces écosystèmes qui apportaient plein de bienfaits et qu'on a complètement oubliés à travers la mécanisation notamment, à travers l'apport de toute l'industrie pétrochimique dans l'agriculture. Je vais me faire un peu avocat du diable dans le sens où forcément si j'ai travaillé un peu toute ma vie, je souhaite avoir ma maison et mon jardin à moi. Au final, c'est vrai que j'ai presque envie de dire qu'au final, il faudrait peut-être d'abord se diriger vers toutes les maisons secondaires inhabitées dont tu as parlé tout à l'heure. Bon, c'est entre les maisons secondaires et les logements vacants et les logements vides, quoi faire, oui. Ça c'est sûr. On va commencer par ça. C'est pas mal. Donc si on repart un peu donc sur les deux volets, donc il y a la construction, il y a l'urbanisation. Donc on peut dire qu'il y a deux métiers qui vont être mis en valeur dans les prochaines années. C'est peut-être les architectes et les urbanistes. Oui, mais
faut qu'on ait des architectes et des urbanistes qui soient aussi des techniciens. Il faut qu'on ait aussi des maîtres d'ouvrage qui sont ceux qui investissent, qui comprennent aussi les enjeux et les logiques. C'est pour ça qu'on a été poussé les sujets de fresques pour permettre aux gens de comprendre de quoi on parle. Parce que si vous n'avez pas une vision systémique des choses, vous perdez une partie de ce que vous devez traiter comme sujet. Donc on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité de savoir pour dire on est tous dans le même bateau, architectes, ingénieurs, urbanisme, entreprise, et faut qu'on travaille dans le même sens à être un peu moins impactant, voire beaucoup moins impactant sur le sujet. Alors Renaud, je me permets de te couper parce qu'en fait, l'interview se passe parfaitement parce qu'en fait, tu arrives directement à la question qu'on souhaitait poser. En fait, on voulait que tu nous parles un peu plus de la fresque du climat, donc en fait, qui est une formation destinée aux acteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, à qui est-ce destiné et quel est l'intérêt final de ce type de formation? Alors les fresques, et pour commencer par celle du climat, c'est un outil qui a été imaginé par un monsieur qui s'appelle Cédric Riegenbach, et qui se désespérait en enseignant de voir que ses étudiants s'ennuyaient un peu ou comprenaient pas tout sur les sujets énergie-climat, et il savait que c'était des sujets qui pourtant étaient allait être vital, allait devenir le sujet central de toutes nos économies. Donc il a inventé ce jeu-là. En fait, il a découpé les rapports du GIEC et puis il a créé les cartes et il a dit remettez-les dans l'ordre des causes à conséquences. Donc il a créé un atelier ludique et participatif. Et c'est toute la richesse de cet atelier, c'est qu'il est vraiment très participatif et très autoportant. Du coup, il a créé une association, donné le droit de son jeu à l'association et dit il faut diffuser le plus vite et le plus largement possible donc la pédagogie pour que les gens puissent d'abord comprendre avant d'agir. Et en fait, c'est ça, on a un gros défaut de pédagogie parce que ces sujets-là étaient très peu enseignés jusqu'à très récemment et voire sont même malheureusement encore très peu enseignés dans les cours magistraux. Il y a encore du travail à faire. Mais il faut le diffuser pas que dans les écoles, il faut le diffuser dans les entreprises, auprès des CODIR, des COMEX, auprès de nos politiques, de nos élus, des citoyens, pour que on ait tous une socle de connaissances communes, parce que quand on a compris, c'est plus facile de passer à l'action. Donc ce modèle pédagogique-là, il était tellement bien qu'il a été dupliqué pour plein d'autres sujets liés à l'environnement, la biodiversité, le numérique responsable et la construction. Moi, effectivement, je suis un des co-créateurs de celle de la construction qui a pour but de poser le constat en quelques cartes, 42 cartes, 1 heure, et puis dire comment on fait différemment demain une fois qu'on a posé ce constat, parce qu'on doit agir vite. En fait, on n'a pas le temps d'attendre que la génération qui a 20 ans aujourd'hui soit au maître des entreprises dans 30 ou 40 ans pour changer nos façons de faire. C'est maintenant qu'on doit changer. Et donc, pour changer maintenant, il faut qu'on diffuse le savoir très vite. Et donc, c'était le but de ces fresques-là, c'est de diffuser le plus vite et le plus largement possible. Donc, les outils sont souvent en Creative Commons, libre de droit, portés par des associations. Donc, elles sont diffusées par les citoyens bénévolement, sous forme associative, mais aussi par des professionnels qui diffusent ces sujets-là et qui, par leur activité professionnelle, financent une partie des associations en reversant les droits d'utilisation des différents outils. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'association a de plus en plus d'argent lié à la diffusion, notamment du côté des professionnels, et ça permet d'embaucher, de grandir, de continuer à développer, d'aller même traduire le jeu, le diffuser à travers le monde. L'année dernière, avec l'association La Fresque du Climat, on est parti à 180 bénévoles à Glasgow pour parler et diffuser le jeu. Donc voilà, ça permet d'aller très très vite. Parce que c'est un jeu franco-français à la base, c'est ça? Ouais, c'est vraiment né en France. Le but, c'était, l'association a maintenant 3 ans, elle a fait l'atelier auprès de 500 000 participants, il y a 25 000 animateurs partout en France, en 3 ans seulement de temps, elle a 18 salariés, donc c'est un modèle hyper vertueux et qui plaît à tous les gens qui comprennent le sujet pour aller le plus vite, encore une fois, et le plus largement possible. Et même principe sur la phase de la construction, on était 10 animateurs climat pour dire il faut qu'on ait le même outil pour parler aux acteurs, pour comprendre où se cache le carbone, parce qu'une fois qu'on a vu qu'on a des problèmes avec les gaz à effet de serre, que peu importe lesquels ils sont, CO2, méthane, protoxyde d'azote, ou tous les gaz fluorés de nos climatisations ou pompes à chaleur, maintenant il faut se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, où se cache le carbone, où se cachent les problèmes sur la biodiversité dans notre quotidien, et donc comment on fait différemment demain. Voilà. Et mettre les gens en action après. Le but d'une fresque, c'est de mettre les gens en action.
Ok Renaud, et ben écoute, merci beaucoup pour la réponse très complète à cette question. On te propose de repartir sur une petite page musique et ensuite on se retrouve pour les questions personnelles finales. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Fucking brought this on yourself, man. You boys, you brought this on yourself. You ain't gotta be like this, yo. Niggas been BC, remember that? Come on. Wet in your fucking pants like you a little boy, be a man. Stand up like a motherfucking man. My niggas, yo, hey, you said you was a fucking man, stand up straight. That's us, man. Tous mes souvenirs. Poussez-vous de là, j'avais déposé mon style. Parlez-moi des mots, maître de cérémonie ici. Obligé qu'on s'installe du bas de la montagne. La rime est menaçante, mais je rappe en même temps. On est là pour l'instant, allumez la machine. On arrache tout jusqu'à la racine. Y'a la rime à l'arrière, y'a les thèmes à l'appel. Laissez place à l'art du nouveau à l'ancienne. On arrive élancé, on crée l'ouverture. 100 joueurs, on te met un but, on a eu l'astuce. On te pose un 16, mais j'en veux toujours plus. Y'a un paquet d'artistes, non pas que tu tristes. Tu veux la guerre, c'est 2001 vie. J'ai vu que le temps passe comme sur Flow et Speed. J'ai vu que le temps passe, donc faut qu'on respire. Regardez tous mes souvenirs. Envoie un pari et je pars emballer. Advisory parental. Regardez tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. Je veux garder tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. La mélodie coule dans le sang. La mélodie coule dans le sang. Suis le son, suis le son, suis le son. Poussez-vous de là, j'arrive déposer mon texte. Ouais, y'a du monde à l'appel, le mic est open, le hip-hop est en place, la basse est bonne, et la balle est dans le camp. Levez la main, oui, visez le ciel. La musique sème la paix, un freestyle, pas de problème, c'est de chez moi, oui, qu'on m'a appelé. Poussez-vous de là, y'a de l'espoir encore. Je veux du son, pas la boîte à Pandore. Je veux du sens, non pas comme un d'or. Tous gagnants, sans la médaille d'or. De bar en bar, on opère, en bas on te parle. Les mêmes paramètres, et le stylo qui m'accompagne. Je veux garder tous mes souvenirs. Envoie un pari et je pars emballer. Advisory parental. Je veux garder tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. Je veux garder tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Tous mes souvenirs. Même si je vois pas les souvenirs. La mélodie coule dans le sang. La mélodie coule dans le sang. Suis le son, suis le son, suis le son. Je veux garder tous mes souvenirs. Rien n'est éternel. Demi-portion. Nous revoici sur Radio Alliance Plus et Rage pour la fin de l'émission OPSR. On n'est pas sorti des ronces avec Monsieur Renaud Bonnel qui nous parle notamment, en tout cas qui nous a parlé de la fresque de la construction. On finit régulièrement ce type d'interview par des questions personnelles. Donc en fait, on voudrait savoir si tu avais une œuvre à conseiller pour nos auditeurs. J'en ai pas qu'une. Il y en a plein en fait. Quand on creuse ce sujet-là, c'est passionnant. Donc si vous allez, alors en fonction de quel média vous croquez, si vous êtes plutôt média en ligne ou chaîne podcast, vous pouvez aller creuser les podcasts de Sismic, vous pouvez aller creuser quelques interviews sur les podcasts de Thinkerview, vous pouvez aller lire aussi, hein. Moi j'ai beaucoup lu. D'abord Jean-Marc Jancovici, mais Philippe Biwix, mais donc le côté ingénieur, mais aussi le côté social et sociétal, avec Gaël Giraud que j'ai beaucoup écouté. Et dans les livres, ceux qui m'ont beaucoup inspiré, c'est ceux qui vont nous permettre d'écrire des récits positifs, parce qu'on a besoin de, sur tous ces sujets-là, si on se dit on va tous mourir de chaud en 2050, on se met pas beaucoup en action. Donc comment on écrit des récits positifs, et ça va être Sapiens Hariri qui nous dit que on n'est pas génétiquement programmé pour détruire la planète, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable, en écrivant des récits, de changer l'histoire. Donc on va écrire des récits positifs, et c'est Sapiens Hariri, c'est le blog humain de Sébastien Boller. Pourquoi on a du mal à passer à l'action, alors qu'on a compris le problème, notre cerveau a du mal à passer à l'action, mais c'est pas inéluctable. Tout ça va nous permettre d'avancer. Donc voilà, diffuser le plus vite et le plus largement possible à travers des outils, à travers des ateliers, en connexion avec les gens, dire que c'est rendre cet avenir moins carboné désirable. On a besoin d'écrire ces récits pour rendre ça désirable. On sait qu'un avenir avec plein de gaz à effet de serre à plus 5 degrés, c'est pas souhaitable.
la guerre et l'anarchie partout. Donc on doit écrire des récits positifs pour montrer que même si cet avenir-là sera peut-être un peu moins douillet, on va dire, il sera pour autant plus désirable parce que plus connecté aux autres, plus connecté à l'humain. Ce qu'on aime dans la vie, c'est les amis, les connexions. Et donc c'est ça qu'on va travailler pour travailler la société de demain. Ok, écoute, c'est parfait. Ok, rien à dire. Est-ce que tu peux nous citer une personnalité publique qui t'inspire, Renaud ? Une personnalité publique qui m'inspire, encore une fois, pareil, il y en a plusieurs. Je vais essayer de citer des gens qui sont très engagés. Là, je sais, Claire Nouvian, de l'association Bloom, qui fait beaucoup pour la biodiversité, l'environnement. Des personnalités publiques qui prennent la parole. Alors après, ils sont parfois clivants, mais je vais citer Jean-Marc Jancovici, qu'on entend un peu plus. On l'aime pas, on aime ses positions il a des positions des fois un peu clivantes, mais moi je comprends pourquoi. Je donne pas raison tout le temps, mais c'est pas grave, au moins il fait parler du sujet. Et puis c'est pas mal déjà. Ouais, c'est vrai que c'est clair qu'il fait bouger les lignes en tout cas. C'est vrai qu'il est de plus en plus médiatisé là en ce moment. Je pense qu'il passe même, il fait des matinales à France Inter de plus en plus. Donc, ouais, même oui. Okay. Je vais te poser donc les 2 dernières questions personnelles. Hein. C'est pas les plus simples. Alors ça peut être sur ton secteur, mais ça peut être également sur l'écologie en général. Qu'est-ce que notre gouvernement doit faire en priorité selon toi ? Prendre des cours sur l'énergie et le climat. Ouais. Ils ont fait une demi-heure avec Valérie Masson-Delmotte, qui est une autre personnalité géniale, qui a fait beaucoup, qui était vice-président du GIEC. Elle aura fait juste une demi-heure d'informations descendantes. Mais je suis pas bien sûr qu'ils aient pris le temps de comprendre de quoi on parlait. Parce que, sincèrement, quand on prend le temps, déjà, alors ça demande beaucoup de temps, en fait. C'est ça le problème, c'est que pour être précis, ça demande du temps. Mais une fois qu'on a compris l'enjeu et la vague qui s'amorce, ça permet de relativiser aussi ces choses-là et donc de se dire, ok, maintenant, il faut qu'on aille plus vite. Peut-être faire un peu fi des lobbies, mais on est quand même dans un monde, on reste quand même dans un monde ultra complexe, donc c'est pas si simple que ça de bouger, mais prendre la mesure du changement qu'on doit faire. Pour prendre cette mesure-là, il faut comprendre le problème. Et malheureusement, quand on est aux manettes, on n'a pas le temps de prendre ce temps-là parce qu'on est toujours en train de prendre des décisions sur plein de trucs à la fois et dans l'immédiateté. Donc malheureusement, c'est pas si simple. Et dernière question, je pense que la réponse sera sûrement un peu similaire. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen ? Alors, agir. Comprendre, une fois que vous avez compris, agir, parce que c'est une grande façon d'éviter l'éco-anxiété. Moi, très clairement, avant de recréer cette petite structure, à un moment donné, j'étais trop dans la boulimie, l'infobésité de sujets. Et à un moment donné, quand on fait forger une opinion, il faut stopper un peu la boulimie informationnelle et passer à l'action. Moi, mon mode d'action, ça va être de diffuser ces messages. Pour l'instant, c'est mon mode d'action. Il changera peut-être demain, mais pour l'instant, c'est ça. Et ça me permet d'être sur mes 2 pieds. Et vraiment, c'est pas une blague. Donc, passer à l'action, c'est hyper salvateur pour ne pas sombrer dans l'éco-anxiété. Ouais, je pense que c'est une belle préconisation. En tout cas, merci beaucoup, Renaud, pour cet épisode. C'était vraiment super. Merci à vous, merci pour votre accueil. Et merci beaucoup, Victor. Et merci à vous deux, c'était chouette. À très vite sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.